Et si c'était le début d'une autre voie? Et si vous décidiez aujourd'hui de changer de cap vers une France qui sourit, une France dans le cœur bas et qui recouvre enfin sa liberté, une France qui s'ouvre à nouveau à l'égalité, une France qui renoue avec la fraternité. Pour cela, redressons-nous, ayons le courage de dépasser nos peurs. Reprenons notre destin en main. Écrivons ensemble une des plus belles pages de l'histoire de France. Soyons fiers d'être ce peuple d'Europe qui a toujours su garder au fond de son cœur le choix d'être libre. Au nom de nos parents qui se sont battus pour les libertés et de nos enfants, renouons avec la France qui rayonne dans le reste du monde. Oublions celle qui se meurt étouffée par une Union européenne résolument libérale, qui écrase les peuples à l'unique profit des quelques puissants. Nous avons les clés pour nous donner un nouvel essor. Le 26 mai, votez pour celles et ceux qui se battent pour se libérer de l'Union européenne. Votez pour la liste Ensemble pour le Frexit, pour François Asselineau. Votez UPR. Bonjour mes chers troisièmes. Alors on va commencer aujourd'hui un nouveau chapitre de géographie consacré à l'Union européenne que nous avons déjà vu dans un chapitre d'histoire. Alors, le clip que vous venez de voir, c'est un clip de campagne du parti politique UPR pour les élections européennes. Alors, ce que nous montre ce clip, en gros je résume, c'est que si la France quitte l'Union européenne, c'est-à-dire ce qu'on appelle le Frexit, eh bien la France sera plus heureuse en sortant de l'Union européenne qu'en restant dans l'Union européenne. Alors, d'après ce parti politique, l'Union européenne, elle empêche les Français notamment d'être heureux et elle semble plus inutile qu'utile. Alors, on va voir dans ce chapitre qu'est-ce qu'il en est. Est-ce que véritablement cette Union européenne freine les pays qui la composent, ou est-ce que c'est un atout pour le territoire et pour les Européens? Voilà, c'est parti. Allumage Lucas. Ariane 5 a décollé de Kourou en Guyane avec à son bord 4 nouveaux satellites pour Galileo, le système de navigation européen. Une première et un défi pour la fusée européenne qui a dû être spécialement adaptée pour cette mission. En effet, les satellites Galileo, contrairement à d'autres, doivent être transportés quasiment jusqu'à leur orbite finale à 22 900 km d'altitude. La constellation Galileo sera désormais composée de 18 satellites, un coup d'accélérateur dans le déploiement de ce GPS européen. À terme, une trentaine de satellites sont prévus à l'horizon 2020. Les premiers services doivent être disponibles dès le mois prochain. Objectif, réduire la dépendance de l'Europe à l'égard du GPS américain, mais aussi améliorer les services aux utilisateurs grâce à une très grande précision et à une datation très précise du signal. Alors avant de commencer ce nouveau chapitre, je reviens sur la vidéo que vous venez de voir à l'instant. Vous avez pu voir le lancement d'une fusée Ariane 5 depuis la Guyane et donc la ville de Kourou, qui est la ville depuis laquelle on lance les fusées. Alors, si vous avez bien écouté ce court reportage, on vous annonce que cette fusée, elle est lancée pour pouvoir mettre en orbite des satellites, notamment un satellite qui s'appelle Galileo. Alors, si ce lancement a été possible, c'est grâce à l'Union européenne, car le projet Ariane, donc le projet de ces fusées, est un projet européen. Donc de suite, ça nous permet de répondre à la campagne politique de l'UPR que nous avons vue précédemment. Voilà, quand on nous dit que l'Union européenne ne sert à rien et qu'elle oppresse les gens et qu'elle n'a pas d'utilité, voilà un exemple, Ariane, qui nous démontre déjà que la coopération entre les États européens
aboutit à des projets qui sont concrets. Alors, vous pouvez noter dans votre cahier qu'on est en géographie. Alors, vous pouvez noter qu'on est en géographie et qu'on entame le chapitre 4, l'Union européenne, un nouveau territoire de référence et d'appartenance. Et la problématique générale, on va voir comment l'Union européenne organise-t-elle son territoire et comment la France s'y intègre-t-elle. Alors, une fois que c'est noté, on passe à la diapo suivante, qui est une affiche pour promouvoir les portes ouvertes au Parlement européen. Donc, c'était l'année passée, le 19 mai 2019, dans la ville de Strasbourg. Alors, pourquoi la ville de Strasbourg? Tout simplement que le Parlement européen, qui est représenté ici, le Parlement européen se situe dans la ville de Strasbourg. Alors, pourquoi la ville de Strasbourg? Eh bien, parce que c'est une ville qui est frontalière, plutôt au cœur de l'Europe, et c'est pour cette raison qu'elle a été choisie. Alors, on constate que c'est aussi une affiche qui permet aux gens de venir faire un petit peu de tourisme. On est bien sur une thématique européenne. Vous pouvez voir ici les drapeaux de l'Union européenne et ici, en bas à droite, le logo du Parlement. En plus, apparemment, ce jour-là, on nous dit qu'il va faire beau. Alors, le Parlement européen se situe à Strasbourg et on constate ici en bas à gauche, élection européenne. Donc, qui dit élection dit que l'Union européenne est démocratique, c'est-à-dire que les citoyens votent pour des gens qui vont les représenter au Parlement. Alors, qu'est-ce qu'on y vote? On y vote des lois qui vont concerner la santé, des lois qui vont concerner les transports, la politique culturelle européenne, les investissements à faire. Donc voilà pour ce Parlement européen à Strasbourg. Et vous pouvez noter également que ces élections se font tous les 5 ans. Alors, tout ça, ça nous permet de commencer cette séance 1 sur la politique régionale européenne. Et vous pouvez noter l'introduction, donc conçue par des élargissements successifs. Je ne reviens pas là-dessus puisque c'était l'objet de notre cours sur l'élargissement de l'Union européenne. L'espace européen présente des inégalités de développement entre ces pays. Problématique, comment l'Union européenne corrige-t-elle ces déséquilibres pour intégrer tous ces territoires? Si vous vous souvenez bien, on avait vu donc qu'il y avait eu plusieurs élargissements de l'Union européenne depuis sa création et qu'elle a intégré en son sein des pays qui avaient un PIB, un produit intérieur brut, bien plus bas que les pays qui y étaient initialement. Sachant que le PIB, je rappelle, produit intérieur brut, c'est la richesse. D'accord? C'est la richesse d'un pays. Alors, grand 1, des territoires inégalement développés. Alors, si vous regardez bien, on a ici donc une carte de l'Union européenne. Et si on se penche directement sur la colonne de droite, on constate qu'on a le PIB par habitant en 2015, c'est-à-dire le PIB ici calculé par habitant, donc la richesse que chaque habitant a par pays. Alors, on constate quoi? Les régions les plus riches de l'UE. Plus on est sur du rouge foncé, plus on est sur un PIB très élevé. Alors, les PIB très élevés, si vous regardez bien, ils sont concentrés dans ce qu'on appelle la mégalopole européenne. Mégalopole européenne qui est la zone la plus riche de l'Union européenne. Donc elle est ici, elle comprend le sud-est de la Terre, ici les Pays-Bas, l'Allemagne, l'Autriche,
le nord de l'Italie et à proximité ici, la région parisienne. En revanche, plus on va du vert clair au vert foncé, plus on va vers des PIB, donc des richesses qui sont très très faibles. Alors si on regarde bien, c'est le cas de l'Europe de l'Est, de tous ces pays des Balkans notamment, qui ont intégré l'Union européenne tardivement. C'est le cas aussi de l'Italie du Sud, et également d'une bonne partie du Portugal, de l'Espagne, et ici on voit de l'Irlande, et on peut aussi ajouter les pays baltes, notamment la Lettonie. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on constate? On constate que l'Union européenne n'est pas uniforme. Situation très contrastée, avec des pays plus riches et des pays plus pauvres. Donc ça, c'est un constat. Alors, sont signalées également en légende les régions ultra-périphériques de l'UE, c'est-à-dire, en ce qui concerne la France, les DOM-TOM, Saint-Martin, Guadeloupe, Martinique, et on constate qu'elles sont toutes en vert foncé. Donc économiquement, ces régions ultra-périphériques sont des régions avec un PIB par habitant, donc une richesse par habitant très faible. Alors, pour remédier à ça, et c'est l'objet de notre grand 2, une politique de développement et de rééquilibrage. Alors, je lis le document avec vous. La politique régionale vise à réduire les écarts de richesse entre les régions des pays membres de l'UE, qui se sont accentués avec les élargissements. Les instruments financiers de cette politique sont le Fonds européen de développement régional, FEDER, très important, on y reviendra, qui contribue à corriger les déséquilibres régionaux en finançant des infrastructures ou des investissements productifs. Le Fonds social européen, le FSE, qui vise à réduire le chômage ainsi qu'à favoriser l'inclusion sociale en luttant contre la pauvreté. Le Fonds de cohésion, qui aide les États membres dont le RNB, revenu national brut, par habitant est inférieur à 90% de la moyenne de l'UE, à réduire leur retard économique et social et à stabiliser leur économie. Il finance des actions dans le domaine des réseaux de transport trans-européens et de la protection de l'environnement. Donc c'est un document qui est extrait de la documentation française en 2014. Alors, nous avons vu dans notre grand 1 qu'il y avait des déséquilibres au niveau de l'Union européenne. Alors, l'Union européenne, que fait-elle? Elle va essayer de rééquilibrer ces disparités. Par exemple, je reviens sur le projet FEDER. Le projet FEDER, on le verra dans le grand 3 concrètement, elle va donner de l'argent à des régions, à des villes, à des métropoles, pour qu'elles puissent investir dans des infrastructures, quelles qu'elles soient. Ça peut être une piscine, ça peut être par exemple des autoroutes. Quand l'Espagne et le Portugal ont intégré la communauté économique européenne en 1986, l'Union européenne a massivement financé les autoroutes. C'est-à-dire que si vous prenez l'autoroute en Espagne et au Portugal, vous verrez que les autoroutes sont récentes et de très bonne facture. D'ailleurs, c'est un des derniers éléments ici de ce document. On nous parle bien des transports transeuropéens. Il faut permettre aux Européens, notamment des États les plus pauvres, de pouvoir circuler le plus possible dans l'Union européenne. Ne serait-ce que pour aller travailler, par exemple, à l'étranger. Vous verrez, regardez notamment des camions qui circulent en France. Vous avez beaucoup de camions qui viennent de Roumanie, qui viennent de ces pays des Balkans. En finançant ces autoroutes dans ces pays qui ont intégré assez tardivement l'Union européenne, ça leur permet de faciliter
en partie les échanges et donc de développer ipso facto des États peut-être plus défavorisés, du moins économiquement. On peut revenir aussi sur le Fonds social européen qui vise à... C'est-à-dire que grâce au FSE, on va pouvoir mettre en place des politiques créatrices d'emplois. Alors tout ça, ça peut paraître un petit peu vague, mais on va voir concrètement comment ça se manifeste au niveau local. Donc grande 3, les aides européennes dans le Grand Est. Alors, si vous visionnez cette vidéo, c'est que vous avez une connexion Internet. Et ceux qui visionnent cette vidéo en HD ont très certainement la fibre. Alors, il faut savoir que l'installation de la fibre est financée par l'Europe. Alors, je ne vais pas vous lire toute cette brochure, mais depuis 2016, dans le Grand Est, l'Union européenne finance des projets en lien, bien entendu, avec les opérateurs, finance des projets pour développer la fibre, développer le numérique, à la fois pour les particuliers, donc pour vous, mais aussi pour les entreprises. On est en 2020, les entreprises, si elles n'ont pas accès au numérique, elles vont avoir d'énormes difficultés à se développer. Donc ça, c'est un exemple d'aide pour la région Grand Est. Mais je vous disais que l'Union européenne finance des projets pour à la fois les régions, mais aussi pour les métropoles. Alors tout ça, ça passe par ce projet. Alors, il faudrait que je le retrouve dans ce document. C'est notamment ce fonds européen pour le développement. Donc c'est FEDER qui finance. Donc l'Union européenne. Metz Métropole. Donc c'est un document que j'ai été chercher sur le site de la métropole. Qu'est-ce que je constate? Je constate que, alors pour ceux qui empruntent le réseau urbain Métis, voilà, acquisition de 18 bus hybrides Métis, montant 2 428 650 €. Également l'aménagement, pour ceux qui habitent peut-être du côté de Voipy, l'aménagement du parking relais à Voipy. Aménagement d'espaces d'information sur l'intermodalité et action de promotion d'une billettique interopérable. Donc, concrètement, à Metz même, le projet FEDER finance des actions qui sont concrètes. Donc, quand on entend que l'Union européenne n'a pas d'utilité, n'est pas légitime, et que si on reprend la vidéo promotionnelle de l'UPR, eh bien on constate que cette Union européenne a une véritable utilité pour le développement des territoires. Alors le bilan, vous allez le faire vous-même. Alors il y a deux parties dans ce bilan. On part d'un constat, un territoire européen inégal, avec un centre développé, dont j'ai donné le nom, des périphéries en retard de développement. Vous me donnez des exemples de régions d'Europe qui ont un développement moindre que les autres. Et en réponse, on met en place quoi? Une politique régionale. Des moyens pour compenser les inégalités régionales, donc vous pouvez mettre le nom de l'organisme qui finance les projets. Des objectifs donc à la fois à l'échelle européenne et à l'échelle nationale. Et enfin les domaines qui sont concernés. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous encourage à m'envoyer votre bilan par Discord. Voilà, donc je vous souhaite une bonne journée et n'oubliez pas de vous aérer et de profiter du soleil.